Messieurs, bienvenue au Fight Club. C'est très délicat de votre part. Ceux qui veulent se tirer, c'est tout de suite. Yippee-ki-yay, pauvre con. On essaye? Allez. Première règle du Fight Club est... No stairway. C'est dingue. La seconde règle du Fight Club est... Méfie-toi du côté obscur. Mais qu'est-ce que c'est que ce patacouette? C'est italien. Croyez-vous à la magie noire? Oh, absolument. Allez, non, mais essayez de développer un peu. M'apprends pas mon boulot, mon petit gars. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. Oh là, attends, quel est ton nom déjà? Egg Shen, chauffeur de car. J'ai passé l'âge de ces conneries. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce retour à l'écran grand format consacré aujourd'hui à l'excellent Le secret de la pyramide de Barry Levinson. Le titre original est Young Sherlock Holmes et il est sorti en France le 26 mars 1986, soit le même jour que Highlander et 2 semaines après Enemy Mine avec Dennis Quaid et Louis Gossett Jr. Comme d'habitude, nous allons livrer les détails de notre enquête autour de la fabrication de ce film injustement oublié. Et pour cela, je suis entouré des meilleurs détectives du cinéma. J'ai nommé Thibaut. Ah, salut. Bon, j'ai rien trouvé à dire comme connerie aujourd'hui. Et Max. Eh ben alors salut, avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à tous les auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter. Oui, bravo. Et ça nous fait bien Plaisir. Merci les amis. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles dans vos applications ou de podcasts et des likes sur YouTube parce que ça nous permet bien sûr d'être mieux référencés. Puis on accepte aussi les tickets restaurants, les paniers garnis, on prend les saucissons. On prend tout. On prend tout, ouais. Voilà. Ok, eh bien, on enfile nos manteaux à rotonde, nos casquettes Deerstalker, on prend nos loupes et on remonte la piste des indices. Alors, le premier détail de cette enquête, commençons déjà par faire le résumé de l'histoire du film. C'est la fameuse rubrique que tout le monde attend ici. Le pitch de Tib. Le pitch de Tib. Le pitch de Tib. Alors l'histoire se déroule en pleine époque victorienne, à Londres en 1870. John Watson, le fils d'un médecin de campagne fraîchement débarqué, découvre son nouveau collège. Il fait très vite la rencontre de Sherlock Holmes, l'un de ses voisins de chambrée, un jeune brillant à l'esprit déductif hors du commun et qui semble tout connaître de lui avant même de s'être présenté. Tintintin. Vous êtes le nouveau ? En effet, j'étais dans une autre école, on m'a transféré ici. Je m'appelle... Attendez. Permettez. Vous vous appelez James Watson. Vous venez du nord de l'Angleterre, votre père est docteur, vous passez une grande partie de votre temps libre à écrire. Et vous avez un penchant assez prononcé pour les gâteaux au flan. Je me trompe ? Je ne m'appelle pas James, mais John. Oh, James, John, quelle est la différence ? Elle est énorme. Ah bon, très bien, vous vous appelez John. Et qu'en est-il du reste ? Parfaitement exact. Sur tous les points. Au fait, comment vous appelez-vous ? Holmes. Sherlock Holmes. Tous deux vont enquêter sur une série de morts suspectes causées par d'étranges hallucinations, devançant la police incapable de résoudre l'affaire. Une aventure qui les mettra en grand péril en affrontant les adorateurs d'un dieu égyptien et perdront leur innocence en basculant dans le monde des adultes en vivant l'aventure de leur vie. Waouh. Cool. Moi, un jour, j'espère qu'on aura j'aurai des têtes de Mickey, de Max qui tournent autour de moi sur une vidéo, tu sais, un peu à la comment il s'appelle le youtubeur que j'avais adoré. Karim Debache. Ah, Karim Debache, ah ouais. Ah ouais, les trucs de à la Karim de... Voilà, j'aurais bien vu des têtes tournées à la Karim Debache, voilà, super. Eh bien, c'est top, c'est un bon résumé du film, il y a toutes les caractéristiques du film, je trouve. Hein. Ouais, c'était bien. Soit qu'il a écrit d'ailleurs, ou tu l'as... c'est moi qui l'ai écrit. Comme d'habitude. Putain, pour une fois que t'as bien travaillé. Celui-là, vous le trouvez pas sur Internet. Alors, est-ce que vous vous souvenez, vous, de la découverte du film ? Ah bah moi je l'ai vu au cinéma, hein. Je suis allé le voir au cinéma et je me suis éclaté comme un petit fou. J'étais allé voir ça, je sais plus, je crois que j'étais avec des collègues et franchement c'était super, c'était une super aventure, vraiment. C'est des films. En fait, je pense que ça fait partie des films qui te laissent des marques indélébiles avec des images peut-être pas le film en entier, mais avec plein d'images
de son, de musique qui te reste à jamais, moi je trouve, voilà. Ouais, c'est foisonnant. Ouais. Et toi, Max ? Bah, moi aussi, je l'ai découvert au cinéma. Je l'ai vu au cinéma. Moi, je l'avais vu dans un cinéma aux Deux Alpes, une station bien connue de ski iséroise. Et donc dans le cinéma qui existe toujours, qui s'appelle le Slalom. Et donc ouais, j'avais vu ce film-là en vacances. J'étais en vacances à la montagne et un soir, il passait ce film, on est allé le voir. Je m'attendais pas du tout à ça, je savais pas de quoi ça parlait. Et pareil que toi, Thib, voilà, c'est un film qui m'avait. Encore une fois, je vais le redire parce que je le dis à chaque fois, un film qui m'avait marqué. En même temps, c'est logique, hein, puisque si on parle de ces films-là, c'est qu'ils nous ont marqué d'une manière ou d'une autre. Hein. On essaie de prendre des films. Forcément, voilà. Tout à fait. Donc c'est pour ça. Ouais. Il fait aussi partie des films que je revois tous les 2, 3, 4 ans. À peu près. Moi, par contre, je l'ai pas vu au cinéma. Ah bouh! Et ouais, je l'ai pas vu au cinéma. En revanche, je connaissais la sortie du film parce que j'avais vu des extraits dans Temps X des frères Bogdanov là sur TF1. Du coup, déjà, ça m'avait bien hypé. Alors, j'imagine que dans Temps X, il devait y avoir le fameux chevalier du vitrail sur lequel on reviendra après. Mais je sais que j'avais identifié le film. Et puis. Quand on louait des films, il y avait toujours des bandes annonces des films qui allaient sortir et je sais que là, très clairement, j'attendais vraiment que ce film sorte en VHS pour le voir enfin et donc on l'avait loué en exclusivité là, lorsqu'il est sorti et je me suis pris vraiment une baffe quoi. Moi, j'avais vraiment adoré le film, j'étais pile poil dans la tranche d'âge qu'il fallait, 12 ou 13 ans, et comme vous. Et du coup, ça m'a. Il y a tout ce que j'aimais déjà à l'époque, hein, le cinéma fantastique, un peu macabre, le mystère. J'étais déjà fan des personnages de Sherlock Holmes, j'en avais déjà lu et tout ça. Donc forcément, ça m'a beaucoup plu et j'avais trouvé ça assez extra, quoi. Voilà. Et après, je l'ai revu sur Canal et je l'ai revu très 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 souvent. Ouais. À mon avis, vous avez un peu trop lu de romans policiers. Ce n'est pas une fiction, Watson. Un assassin opère autour de nous et je compte bien le démasquer. Et comment ? Je risque de me faire attraper et d'avoir des embêtements. Des embêtements. Et pour ne pas avoir d'embêtements, vous renonceriez à l'aventure. Je ne veux pas sacrifier bêtement ma carrière de médecin. Froussard. Je ne suis pas un froussard. J'ai du bon sens. Les froussards ont du bon sens. On va venir vraiment sur le film, la confection du film en elle-même, mais alors posons un peu les bases et revenons un peu sur le personnage de Sherlock Holmes. Qui c'est Sherlock Holmes et par qui il a été créé, Max ? Ouais, parce que bon, tout le monde le connaît de nom. Hein. Enfin, Sherlock Holmes, hein, il fait un peu partie du patrimoine culturel mondial. Donc c'est un personnage fictif. Hein. Arthur Conan Doyle, le créateur de ce personnage de fiction, l'a défini comme un détective privé consultant. Donc il apparaît pour la première fois dans le roman Une étude en rouge en 1887, donc sous la plume de Arthur Conan Doyle. Donc il l'a défini comme un détective extrêmement intelligent avec des grandes capacités de mémoire, de déduction et avec un caractère un peu prétentieux, aussi avec des addictions. C'est un personnage assez atypique, pas forcément consensuel, mais en tout cas c'est un personnage qui est assez fascinant. Et donc il est accompagné dans toutes ses aventures par un alter ego, un acolyte, qui est le Dr Watson, et qui est souvent le narrateur en fait des aventures de Sherlock Holmes. Donc Sherlock Holmes, au fil du temps, ça a été un carton dès le départ, hein, et c'est devenu presque et encore aujourd'hui une référence pour tous les auteurs qui introduisent des personnages de détectives privés, que ce soit dans la littérature, au cinéma ou dans les séries, dans les téléfilms. Bah justement, à quel moment le cinéma s'empare du personnage ? Ça arrive tard ou Alors non, ça arrive très tôt. D'ailleurs, avant de vous faire un peu tout l'historique, il faut quand même que je vous rappelle que Sherlock Holmes, c'est le personnage de fiction qui est le plus représenté au cinéma et à la télévision. Il y a presque 300 films, séries ou téléfilms. Le nombre exact, parce que je dis autour de 300, le nombre exact, il est quand même difficile à établir définitivement, parce qu'il y a beaucoup de ces petits films, de ces films, qui ont disparu en fait, qui ont été perdus. Donc on ne sait pas le chiffre exact, totalement exact. On n'a pas la certitude du nombre exact d'adaptations qu'il y a eu. On sait qu'il y en a eu énormément, mais pas le chiffre exact. Pas précisément, ouais. Voilà, exactement. Et donc le premier film dans lequel apparaît le personnage de Sherlock Holmes, il date de l'année 1900. Un film muet donc, mais d'une durée d'à peine 30 secondes, qui s'appelle Sherlock Holmes Baffled. Il a été considéré comme perdu pendant beaucoup d'années, pendant 68 ans, puisqu'il a été retrouvé en 68. Il a été restauré et il est précieusement conservé depuis. Donc c'est 30 secondes avec, pour la première fois, on voyait l'incarnation du personnage de Conan Doyle. Incroyable. Sacrée histoire. Voilà.
Jolie histoire. Après, il y a eu, donc pendant l'âge du muet, on a eu pas mal d'adaptations perdues jusqu'en 1929, avec la première adaptation parlante cette fois-ci, qui met en scène le personnage de Sherlock Holmes. Cette adaptation, le titre est tout simple, c'est Le Retour de Sherlock Holmes. Pendant les années 30, il y a eu pas moins de 8 films autour de ce personnage-là, donc des films parlants, et puis dans les années 40, il y a eu toute une série de films, 14 précisément, avec où le personnage de Sherlock Holmes a été incarné par un seul acteur, qui s'appelle Basil Rathbone. Retenez bien ce nom, on va en reparler. Et donc cet acteur, voilà, c'est quelque part, c'est lui qui a donné ensuite les codes physiques de la représentation de Sherlock Holmes. Donc il y a eu 14 films entre 1939 et pendant toutes les années 40 avec donc le personnage de Sherlock Holmes incarné par cet acteur. Après, par la suite, ça va un peu se calmer, en tout cas au cinéma. Il n'y en a qu'une seule dans les années 50 d'adaptation, mais pas des moindres, c'est Le Chien des Baskerville de Terence Fisher avec Peter Cushing dans le rôle de Sherlock Holmes. Ah, excellent. Oh bon. C'est un excellent film, voilà, même un chef-d'œuvre, on peut le dire. Le plus grand roman jamais écrit par un des meilleurs conteurs d'histoire que le monde ait connu. Le chef-d'œuvre de Sir Conan Doyle. Le classique du mystère et de l'épouvante. Le Chien des Baskerville. On a pratiqué un sacrifice rituel, c'est épouvantable. Faut-il qu'un homme soit abject pour en arriver là? Mais quel homme peut commettre de telles horreurs? C'est précisément ce que je désire découvrir. Après, par la suite, il y en a eu de très bons films. On peut retenir Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur en 65, même si c'est pas une adaptation d'un bouquin de Conan Doyle, parce que les deux personnages sont pas censés s'être croisés, pardon. Parce que Sherlock Holmes est un personnage fictif, alors que Jack l'Éventreur est un personnage réel. On peut citer aussi La vie privée de Sherlock Holmes de Billy Wilder en 70. Moi, je l'aime beaucoup, parce que je sais pas si c'est pas un des premiers où il commence à parler d'une éventuellement histoire d'amour entre les deux. Sherlock Holmes et Watson. C'est aussi un film qui aborde clairement son addiction à la drogue. Ah oui, complètement, justement, j'y venais aussi, ouais, voilà. Et après, les autres films qu'on peut retenir par la suite, c'est Sherlock Holmes attaque l'Orient Express de Herbert Ross en 1976, le réalisateur de plus tard de Footloose notamment, et du Secret de mon succès avec Michael J. Fox. Je l'adore celui-là aussi. On peut retenir aussi Meurtre par décret, qui est un très bon film de Bob Clark en 1979. Bob Clark, c'est un réalisateur, on en parlait dans les films de Noël, parce que c'était le réalisateur de Black Christmas. Il y a eu bien sûr le film du jour, en 85, dont on va parler. Il y a eu par la suite, en 88, Élémentaire, mon Sherlock Holmes. Alors... c'est un jeu de mots à la con, la traduction française. Mais c'est sympa. C'est très sympa avec Michael Caine et Ben Kingsley, mais c'est très très sympa. Bien sûr, il faut quand même qu'on parle du diptyque de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr. dans le rôle titre et Jude Law dans le rôle du Dr. Watson. Très réussi. Moi, j'aime bien. Personnellement, j'aime beaucoup aussi. Et puis il y a Enola Holmes qui est sorti sur Netflix en 2021. Tout à fait. Enfin bon, on peut quand même remarquer qu'il y a une nette baisse de régime de Sherlock Holmes, quand même, à partir des années 50. C'est clair, mais parce qu'en fait, et là je vais en parler, c'est surtout qu'ensuite, à partir de ce moment-là, ça a plus été un personnage incarné à la télévision qu'au cinéma. Côté TV, justement, le premier téléfilm qui met en scène le personnage de Sherlock Holmes, il date de 1937 pour la chaîne NBC, mais il a été perdu, lui aussi. Après, on ne compte plus les téléfilms et les séries dont il y a eu d'ailleurs une adaptation française qui a été diffusée à Noël 1967 avec Jacques François dans le rôle de Sherlock Holmes. Il y a eu des séries, il y a eu des dessins animés et il y en a eu beaucoup, il y en a eu une vingtaine, trentaine de séries depuis les années 30. Celles qu'on va retenir, en tout cas moi que je retiendrai, c'est des séries assez récentes. C'est notamment celle qui est britannique, qui a été produite par la Granada Télévision de 84 à 94, avec Jeremy Brett dans le rôle titre. Il y a la série Sherlock qui a été commencée en 2010 avec Benedict Cumberbatch qui aujourd'hui joue le Doctor Strange pour les fans de Marvel. Et puis moi j'ai une série que j'aime bien qui est la série Elementary, qui est une version moderne du personnage où Dr. Watson est incarné par une femme et qui est jouée par Lucy Liu. On nous attend sur les lieux d'un triple homicide. La justice, c'est comme un orgasme, ça n'arrive jamais trop tard. J'ai reçu la visite de mon père. La qualité première d'un grand enquêteur est sa faculté d'écoute. Nous ne devons pas donner le même sens à ce mot. On a affaire à un pro. Sherlock. Watson, nous avons du pain sur la planche.
Est-ce que c'est ce que je crois? Quoi? Que j'ai volé des recherches top secrètes? Moi, comme j'aime toujours bien parler du cinéma d'animation, je rajouterai aussi tout simplement Basile, détective privé, le film Disney, qui a une très 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 mauvaise réputation, voilà, mais que moi j'aime bien, que j'ai vu justement au cinéma, et bon, peut-être qu'il y a un côté Madeleine de Proust derrière, mais que j'aime bien, et qui s'appelle justement Basile, parce que Basil Rathbone, quoi, le comédien dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Il y a quand même un Sherlock Holmes dont on n'a pas parlé, une adaptation de Sherlock Holmes dont on n'a pas parlé, c'est l'adaptation de... en tout cas, il a travaillé dessus, c'est pas lui qui était, mais de Hayao Miyazaki, quand même, de Sherlock Holmes en dessin animé. Oui, la série dessin animé, voilà, tout à fait, qui est quand même que j'adore, perso, que j'adore. Alors que j'ai pas revu depuis gamin, mais j'aimais beaucoup. Ouais. Ah non, mais que j'ai revu que j'ai revu entièrement il y a peu de temps, et qui est vraiment, de toute façon, c'est Miyazaki, il y a sa patte, elle est là, même si c'était pas lui qui chapeautait et qui travaillait dessus, mais on sent déjà le bonhomme, quoi, le talent de cet artiste, de ce grand artiste. Mais je trouve que c'est quand même assez important. Le plus grand des détectives, oui c'est lui, Sherlock Holmes le voici. Il habite Baker Street et poursuit Moriarty le méchant. Et alors donc, Young Sherlock Holmes, le secret de la pyramide, c'est pas un projet qui est porté par un auteur, hein. C'est une idée qui a germé dans la tête d'une production, et une société de production en particulier qui s'appelle Amblin. Et c'est quoi Amblin, Thibaut? Donc Amblin Entertainment, c'est une société de production donc qui a été créée par Steven Spielberg dans les années au début des années 80, en 80 et pour être précis, mais bon, il y avait d'autres associés, il y avait Frank Marshall et Pourquoi tu ne veux pas dire Kathleen Kennedy? Il peut pas le dire, Thibaut. Je peux pas le dire, là je peux plus le dire ce mot, je suis désolé. Voilà. Je peux plus lui dire ce nom, c'est plus possible. Viens là. Ça s'appelle un trauma Star Wars. Voilà. Et bon et Amblin, c'est donc c'est la société de production qui a produit la plupart des films de Spielberg, Gremlins, L'aventure intérieure, Retour vers le futur, et j'en passe, avec des réas comme Zemeckis, John Dante, Barry Sonnenfeld, et j'en passe. Voilà. C'est une société qui existe toujours, qui a été... C'est ça, mais c'est une société emblématique des années 80. Hein, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, on peut parler du logo qui était le E.T. sur le vélo passant devant la Lune. Qui est toujours, hein, parce que c'est une société qui existe toujours et qui produit toujours, que ce soit les films de Spielberg, mais d'autres aussi encore. Dont le nom provient d'un des courts-métrages de Spielberg qu'il a réalisé. De son premier film, tout à fait. Ouais. Cette idée-là, elle est confiée à un jeune scénariste, à Chris Columbus. C'est qui? C'est quelqu'un qui est né le 10 septembre 58 en Pennsylvanie. Il a grandi en faisant du dessin, des petits films Super 8, tout ça. Et puis lui, ce qu'il aimerait, c'est être réalisateur, mais bon, il se dit, je vais d'abord commencer par écrire des scénarios et les vendre, et puis je vais petit à petit gravir les échelons. Donc en 79, il vend son premier scénario, il a 21 ans, et ça s'appelle Jocks. Alors je ne sais pas si ça a été réalisé ou pas, parce qu'il existe un film qui s'appelle Jocks, mais je ne sais pas si c'est le même, parce qu'il n'est pas crédité. Son premier scénario tourné, c'est Reckless de James Foley, le futur réalisateur de Comme un chien enragé, et qui sort en 84. Alors c'est pas encore Byzance pour lui, parce que le scénario il est pas mal remanié par des professionnels de la profession, comme on dit. Script doctors. Des script doctors, voilà. Alors c'est pas grave, parce qu'en 83, lui il décide sur un coup de tête d'envoyer un scénario d'un film d'horreur à Spielberg, et Tonton Spilou a rapidement flashé sur le scénario. Tonton Spilou. Ouais, okay. C'est Tonton Spilou. Tonton Spilou. Alors là. C'est mignon. C'est mignon, c'est tellement le tonton, quoi. On l'adore. Il est rapidement emballé en fait par ce scénario qui s'appelle Gremlins. Jamais vu. Alors au départ, c'est Tim Burton qui est pressenti à la réalisation. Qui ça? On connaît pas. Donc au départ, c'est Tim Burton qui est pressenti à la réalisation avant que Joe Dante arrive dans la course. Et c'est tant mieux. À l'époque, Tim Burton, c'était très bien. Non, je plaisante, j'adore Tim Burton. Alors, ils ont beau avoir une dizaine d'années d'écart, Spielberg et Columbus sont sur la même longueur d'onde, et ils embrayent sur les Goonies, que va réaliser un peu plus tard Richard Donner. Et qui était produit par Amblin aussi, on n'en a pas parlé. Tout à fait, ouais.
Donc Columbus, il a à peine 26 ans quand la Paramount le contacte directement pour lui proposer donc d'écrire Young Sherlock Holmes en lui laissant les mains libres. Donc il accepte. Un truc de fou quand même. Hein. Ouais, je veux c'est dire, ça. le À mec, cet âge-là. il a 26 ans. À Ouais. 26 ans, on te dit, bon, allez, vas-y. Vas-y, tranquille. Mais bon, c'est Spielberg. Hein. Heureusement, il y avait Spielberg Ouais. pour faire ça à cette époque-là. Comme on en avait parlé aussi sur l'aventure intérieure, qui était dans un truc un peu comme ça, où il laissait les mains libres aux gens. C'est une époque vraiment de fou. Tout à fait, ouais. Alors c'est justement pendant les réécritures de Gremlins, parce que le Gremlins a été très compliqué à écrire, hein, il y a eu plus de 8 versions du scénario, que Chris Columbus écrit Young Sherlock Holmes, et donc il pense bizarrement à Conan Doyle, mais aussi à Charles Dickens. Je fais juste une aparté parce qu'il faut bien préciser que le secret de la pyramide, c'est pas une adaptation d'un roman de Conan Doyle. C'est un scénario original. Ouais. Hein, tout à fait, c'est ça. C'est que c'est justement un projet qui n'est pas écrit, qui n'est pas tiré des écrits de Conan Doyle, qui a germé dans la tête d'un producteur et qui doit être mis comme ça en scène, quoi. Donc il pense évidemment à Sir Arthur Conan Doyle, mais aussi à Charles Dickens, hein. Vous savez, le romancier dont Tib vous a parlé à propos de Fantôme en fête, hein, dans son Express de Noël. Notamment Nicolas Nickleby, Oliver Twist et De Grandes Espérances, et les fameuses adaptations qu'en a fait David Lean. Et donc Columbus, ce qu'il souhaite, lui, c'est injecter cette saveur-là dans ce cinéma qui est moderne. Donc il se plonge aussi dans les écrits sur Sherlock Holmes pour que ses propres personnages, hein, qu'il va inventer, soient raccords avec la version écrite, la version originale. Et il est très pointilleux sur le sujet, justement, parce que les fans ont eu la dent hyper dure sur le film de Bob Clark que tu citais tout à l'heure, Meurtre par décret, qui est sorti en 79. Donc il veut pas justement se prendre tous les colibés, quoi. Alors, en respectant au maximum les écrits de Conan Doyle, Columbus va essayer de montrer, enfin il va même y arriver, hein, mais il va essayer de montrer pourquoi Holmes devient si froid, si calculateur une fois qu'il est devenu adulte, et pourquoi il reste un éternel célibataire. C'est ça l'idée, quoi. Et c'est pour ça que Columbus en fait un personnage dans son film si émotionnel, amoureux, fougueux, et sans spoiler, hein, ce qui se passe dans le dernier acte explique le caractère du personnage lorsqu'il devient adulte, justement. Et puis aussi, il fait du jeune Holmes quelqu'un en construction, hein. Même s'il est déjà brillant, il arrive qu'il se trompe, hein, il n'est pas encore parfait. Et puis, pour finir, il place l'action en décembre, du 11 décembre au 25 décembre. Ça aurait pu être aussi un autre film de Noël dont on aurait pu parler. Donc, au milieu de l'ère victorienne, hein, ce qui n'était peut-être pas forcément un truc évident. Et puis, Chris Columbus met environ 9 mois pour rédiger le scénario. Mais cette fois, contrairement à Reckless et Gremlins, il y a très peu de corrections parce que Columbus trouve rapidement le ton juste qui plaît à tout le monde, quoi. Et donc ce scénario va être proposé à un certain Barry Levinson. Mais qui est Barry Levinson, Tib ? Alors Barry Levinson, c'est un réalisateur américain qui a débuté d'abord comme scénariste. Il va rapidement écrire d'ailleurs pour Mel Brooks le scénario de La Dernière Folie de Mel Brooks et Le Grand Frisson. D'excellents films. Ouais, tout à fait. Il réalise son premier film, c'est en 82, Dinner. C'est un film qui va avoir un gros succès pour un petit film et qui va être vite être remarqué par Spielberg. Mais entre-temps, il va faire un autre film que j'adore qui s'appelle Le Meilleur avec Robert Redford, celui où il explose la balle. En faisant un home run, je kiffe ce film. Je déteste le baseball, mais je kiffe les films sur le baseball. Mais c'est vrai qu'ils sont tous bien en fait. Voilà. Tous les films sur le baseball, en fait, c'est que des super films. Que ce soit les comédies comme les Indians ou le Jusqu'au bout du rêve. Le stratège avec Brad Pitt, c'était vachement bien. Ah putain, excellent. Donc après le film avec Robert Redford sur le baseball, il se fait remarquer par Spielberg, qui lui propose alors de travailler avec justement Chris Columbus, qui est en train d'écrire le film sur Sherlock Holmes justement. Et donc Barry Levinson, très emballé par le scénario, va se précipiter sur le projet. Et puis voilà, le reste c'est de l'histoire, hein, voilà. Et bon, on a un scénario, on a un réalisateur, le tournage va commencer. Et alors, il commence où, quand, comment ? Max, tu peux nous en dire plus ? On parle pas du casting ? Mais oui. Attends, pardon. J'adore.
Il y a quand même un casting avant. Bon, ça va être vite fait. Bon, le casting... Bah non, détrompe-toi, ça va pas être vite fait. Ça va parce être que un peu même plus compliqué. Ils sont pas très très connus, il y a des gens... Pourtant, il n'y a pas Grégory Hines. Je l'ai placé, c'est bon, je l'ai placé. Pour les gars, il faut quand même qu'on remette cette joke dans le contexte, parce que ça fait référence à l'épisode de Wolfen, dans lequel Mick nous fait un portrait de Grégory Hines qui est très, très, très long. Si vous voulez, je ressors la biographie de 15 minutes de Grégory Hines, qui est passionnante. Je vais peut-être en écrire un livre. Et alors, comment ça se passe pour le casting, justement, Max ? Le casting, en fait, Spielberg voulait pas de gens très connus, en fait. Donc le film... On en parlera plus tard, il a été tourné intégralement en Angleterre. Voilà, ils sont allés piocher dans la jeune garde britannique de ce milieu des années 80. Et donc pour incarner le jeune Sherlock Holmes, ils choisissent un jeune acteur qui s'appelle Nicolas Rowe. Nicolas Rowe, c'est un jeune Écossais, il est né à Édimbourg en Écosse. C'est le fils d'un membre du Parlement britannique et d'une musicienne, qui fait tout d'abord ses études au Eton College, dans la banlieue de Londres. D'ailleurs, j'en parlerai plus tard, mais le Eton College va servir aussi de décor au film. Et puis, il les poursuit à l'université de Bristol, dans l'ouest de l'Angleterre. C'est là qu'il commence à jouer dans des pièces de théâtre qui sont montées au sein de la fac. À 19 ans, alors qu'il est toujours à l'université, il obtient son premier rôle au cinéma dans le film Another Country, aux côtés de Rupert Everett et Colin Firth. Un tout petit rôle, mais qui va lui ouvrir les portes du casting du film de Levinson pour jouer le jeune Sherlock imaginé par Chris Columbus. Donc voilà, c'est son deuxième film, il est tout jeune. Pour jouer son acolyte, le futur Dr. Watson, alors ce qu'il faut dire, ce qui n'a pas été dit jusqu'à présent, c'est que dans les romans de Conan Doyle, Watson et Sherlock Holmes se rencontrent adultes. Oui. Ils se rencontrent pas à l'école, tout ça est totalement fictif. Donc malgré tout, ils ont quand même voulu former dès le départ, le plus tôt possible, le duo, parce que de voir évoluer Sherlock Holmes seul, sans Watson, même si c'est pas dans les romans. Dans les romans de Conan Doyle, c'était un peu bizarroïde. Donc voilà. Donc pour incarner son jeune acolyte, ils choisissent Alan Cox. Alan Cox est un jeune acteur, donc à l'époque, qui est né à Westminster à Londres, dans le quartier de Westminster à Londres. Il est le fils d'un acteur écossais, Brian Cox, qu'on a vu dans beaucoup de films. Notamment, on l'a vu dans La Mémoire dans la peau, dans X-Men 2, dans Zodiac et dans plein d'autres films. Je vous aurais bien mis la photo, mais bon, je vous rappelle qu'on est quand même dans un podcast. Donc le fils Cox, qui lui a fait ses études à la St. Paul School de Londres. Il débute sa carrière à la télévision à l'âge de 12 ans, en 82, en donnant la réplique, excusez du peu, à Laurence Olivier. Laurence Olivier qui joue dans Le Choc des Titans. Oui, tout à fait. C'est la réplique dans Lost Action Hero. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai réagi. Et donc, après une série de téléfilms, il est casté pour jouer Watson, l'acolyte de Sherlock Holmes. Avec eux, donc, il y a un personnage féminin, le personnage de Elizabeth Hardy, qui, pareil, je crois qu'il n'existait pas. Là, il est totalement inventé. Il est totalement créé par Chris Columbus. Donc, pour l'interpréter, c'est la jeune Sophie Ward qui est choisie et qui était, elle également, une fille d'acteur. Donc c'est la fille de Simon Ward, un acteur britannique croisé notamment dans Les Trois Mousquetaires de Richard Lester, dans Le Club des Monstres, dans Supergirl ou dans L'Étincelle. Oui, L'Étincelle, un film français de Michel Lang avec Roger Hanin et Clio Goldsmith. Oui, exact. Elle débute sa carrière à l'âge de 10 ans à la télévision, elle jouera par la suite dans Le Cercle Infernal, et à l'âge de 19 ans, on la voit dans Les Prédateurs, le premier film de Tony Scott. Comme quoi, tout est lié, encore une fois. Elle enchaîne avec la suite improbable et heureusement oubliée du Magicien d'Oz, Retour à Oz en 85, et ensuite elle enchaîne tout de suite derrière avec Le Secret de la Pyramide. Ensuite, on a un acteur qui va incarner un personnage multiple en fait dans Le Secret de la Pyramide, sans spoiler, mais c'est un personnage qui est extrêmement important, qui passe du gentil au méchant et qui a plusieurs casquettes, et ce personnage est interprété par Anthony Higgins. Anthony Higgins, c'est un personnage britannique qui est très célèbre de l'autre côté de la Manche, qui, après avoir commencé à jouer à l'école dans des pièces de théâtre, il devient comédien professionnel en 1967. Il entame une carrière à la télévision et au cinéma en cette fin des années 60, tout en poursuivant une carrière au théâtre au sein de la Royal Shakespeare Company. En 80, il joue le rôle du Major Glober dans Les Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg, bien sûr. Et par la suite, on le croise dans Quartet, aux côtés d'Isabelle Adjani, dans Max Mon Amour, avec Charlotte Rampling. Et en 85, il joue aux côtés de Sting dans The Bride, avant d'intégrer le casting du Secret de la Pyramide. Après, il y a beaucoup d'acteurs dans le film, et je vais juste parler de Freddie Jones. Oui, obligatoirement, ouais. C'est un acteur que les cinéphiles connaissent, qui interprète ici le rôle de Chester Gragwich, et qui lui aussi a fait une grande carrière au théâtre au sein de la Royal Shakespeare Company. C'est une gueule qui est bien connue donc des cinéphiles,
pour ses apparitions dans Terreur sur le Britannique ou Firefox. Il a également interprété l'ordure dans Elephant Man et on l'a vu encore chez Lynch dans Dune et dans Sailor et Lula. Exactement. Il fait Tuffy Rawat dans Dune. Et il se faisait souvent doubler par Jean Topard. Exactement. Très très bien. Donc on a un scénario, on a un réalisateur et on a des acteurs. Je pense que le tournage peut démarrer. Et justement, le tournage démarre quand, où et comment ? Alors le tournage débute en décembre 1984 et c'est parti pour 13 semaines en Angleterre. Comme je le disais précédemment, en fait, le film va être tourné exclusivement en Angleterre, en extérieur et en intérieur, dans des studios. Et donc, notamment, l'un des lieux principaux dans le film, c'est le collège, en fait, fictif de Brompton, où se rencontrent Sherlock Holmes et le Dr Watson. Et c'est une composition, en fait, à l'image de plusieurs endroits. L'extérieur, la cour, l'intérieur, en fait, c'est des endroits totalement différents qui existent aux quatre coins de l'Angleterre. Et aussi la fameuse pièce où se passe la scène d'escrime entre le professeur et Sherlock Holmes. L'extérieur de l'école, c'est celui du Brasenose College dans la ville d'Oxford, avec la tour Sainte-Marie de la Vierge en arrière-plan. L'intérieur, c'est donc celui du Eton College, qui est au nord de Windsor, dans le Berkshire. J'en parlais parce que c'est là où l'acteur principal, Nicolas Rowe, qui interprète Sherlock Holmes, a lui-même fait ses études. C'est un décor que l'on voit également dans Les Chariots de Feu, dans La Folie du Roi George et dans Shakespeare in Love. Il y a une scène dans le film, on en parlera plus tard, la fameuse scène de la machine volante, en fait. Donc quand Holmes et Watson lèvent les yeux pour voir le professeur partir avec sa machine volante, on voit des tours de crénelés derrière, et en fait c'est celle du château de Belvoir, on dit Beaver, qui est la résidence du duc et de la duchesse de Rutland, et qui est dans le Leicestershire. Ce château, de Beaver, en fait, il a également servi dans le Da Vinci Code, dans Ralph Super King avec John Goodman et dans Le Très Mauvais Antisse de Yann de Bont en 1999. Le gymnase de l'école où il y a Holmes qui fait de l'escrime, donc avec le professeur qui est incarné par Anthony Higgins, c'est le Baron's Hall du Pinehurst Place, un manoir Tudor dans le Kent. Donc c'est encore dans une autre région de l'Angleterre, et donc ce Baron's Hall a aussi servi à un autre combat à l'épée, plus célèbre encore, c'est celui qu'il y a dans Princess Bride de Rob Reiner. Ah, trop bien. Les rues de Londres, en fait, c'est un mélange entre des scènes en studio et du décor naturel, qui sont dans un quartier de Londres, dans la rive sud de la Tamise, qui était un quartier d'entrepôt, aujourd'hui qui a été réaménagé en boutique et restaurant. Ce quartier-là a été aussi utilisé pour le tournage de la maîtresse du lieutenant français avec Meryl Streep en 1981. Donc après, le reste des scènes, notamment toutes les scènes intérieures, ont été tournées à Londres en studio. Et il y a une dernière scène, post-générique, qui est une scène, alors je vais pas la spoiler, mais qui est une dernière scène donc j'en profite pour dire, pour ceux qui ne l'ont pas vu, restez jusqu'au bout, après le générique, parce qu'il y a une petite scène intéressante. Ouais, mais ça c'est bon, ça, maintenant, là, les gens, ils savent. C'est bon, ils savent qu'il faut rester jusqu'à la fin du film, ils le savent. Marvel a définitivement... cramé ce truc. Voilà, c'est bon. Voilà, parce que Marvel n'a rien inventé, on le sait très bien. Alors, ça, on le savait. Et donc, pour les besoins de cette petite scène, mais vraiment qui dure 1 minute, en fait, elle a été tournée en Suisse. Donc, ils ont déplacé toute une équipe de tournage pour tourner cette petite scène d'1 minute en Suisse. Voilà. Mais sinon, le reste a été intégralement tourné en Angleterre. Ouais, il y a un respect quand même, à la fois dans le scénario, à la fois dans le casting et les lieux de tournage, le respect de la nationalité du projet, quoi. C'est-à-dire l'Angleterre, plutôt que de faire croire à l'Angleterre directement au Canada ou aux États-Unis directement, quoi. Justement, le chef décorateur du film qui travaille dessus, donc qui a fait les repérages et puis qui va s'occuper aussi de la déco du film, c'est Norman Reynolds. C'est quelqu'un qui est 2 fois oscarisé, notamment pour Les Aventuriers de l'Arche perdue et pour La Guerre des Étoiles, quand même. Et il est aussi derrière l'Empire contre-attaque, Le Retour du Jedi, bien sûr. Ça a été aussi... Je connais pas ces films. Ouais, je vois pas ce que c'est. Et puis ça a été aussi le directeur artistique de Superman 1 et 2. Et puis par la suite, il va faire la déco de Empire du Soleil, Alien 3, Mission Impossible, Sphère, L'Homme Bicentenaire. Bref, c'est quand même quelqu'un de très très costaud. Il va même réaliser des épisodes de la série Histoire Fantastique, que j'aime bien, et qui est produite par Spielberg. Voilà. Tonton Spilou. Il va travailler en étroite collaboration avec le chef opérateur Stephen Goldblatt. C'est le chef-op de Outland de Peter Hyams, c'est le chef-op des Prédateurs de Tony Scott encore. C'est aussi celui qui est derrière Cotton Club de Coppola. Et puis par la suite, il va faire la photo de L'Arme Fatale 1 et 2, L'Affaire Pélican, Percy Jackson, mais aussi Batman Forever et Batman et Robin. De belles bouses.
Alors l'équipe déco, justement, elle veut réaliser le maximum d'effets sur le plateau, en direct. Je parle pas des effets. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que voilà, le film est émaillé comme ça de plein de séquences de cauchemars, hein, parce qu'il y a des petites fléchettes qui sont balancées sur des futures victimes et qui vont avoir des visions comme ça extraordinaires et qui les met en danger. Hein. Des hallucinations. Un peu assez glauque en général. Tout à fait, ouais. Et là, je parle pas encore de cette partie-là, on y reviendra après avec Thibaut, mais c'est vraiment sur la partie déco au sens large, et l'équipe veut donc un maximum d'effets en direct, et pour cela, ils font appel au vétéran Kit West, qui a travaillé sur les Indiana Jones, Le Retour du Jedi, sur Dune, et l'effet majeur qu'ils doivent travailler en priorité, c'est la neige. Alors en plus, c'est un truc qu'il n'avait pas trop fait sur Non, lui avait fait le sable. Même s'il tourne en hiver, toute la neige qu'on voit à l'écran est artificielle, car la saison, malheureusement, est plutôt douce à ce moment-là. Et donc il faut trouver quelque chose qui a l'air authentique, sans effet corrosif, et surtout qui est facile à éliminer par la suite. C'est ça la contrainte principale, parce que comme tu l'as dit, Max, on tourne beaucoup dans des lieux réels, il faut quand même pas gêner le kidam, on va dire. Et donc ils vont utiliser pas mal de poussière de marbre, de sulfate de magnésium, ils utilisent 150 tonnes de sel dendritique et plus d'une centaine de tonnes de sulfate de magnésium, ce qui coûte quand même une blinde. Et pour les grandes surfaces, Kit West et son équipe vont se servir d'une mousse à forte expansion, hein, qui est utilisée pour les pompiers pour éteindre les incendies violents. Elle a la particularité de rester au sol pendant environ 3 heures, mais ensuite il faut constamment en repulvériser de nouveau, donc c'est quand même une grosse contrainte. Et pour les chutes de neige du film, Kit West veut éviter les flocons de polyuréthane qu'on retrouve normalement sur tous les plateaux de film, car ils sont justement difficiles à nettoyer et pas totalement convaincant selon lui. Et du coup, il va être aidé par un copain à lui qui s'appelle Nick Alder, qui est en train de travailler sur Legend de Ridley Scott et qui lui souffle la solution. Il utilise des machines pour ramasser le grain au sol et les projeter dans les silos. Et donc, elles aspirent tout ce qui est jeté et se dispersent sur une grande surface. Kit West et son équipe utilisent donc 5 de ces machines pour souffler les grains, souffler la neige, quoi. Et justement, ils utilisent un matériau isolant à base de papier finement haché. Et l'avantage de cette méthode, c'est que le papier est donc, on va dire, biodégradable, même si c'est pas tout à fait aussi simple que ça, quoi. Et normalement ça se passe bien, mais je crois que Thib, tu as des... Ouais, j'allais y venir parce que tous ces beaux produits chimiques, tous ces petits trucs que tu as dit là, le phosphate, le sulfate, de tout ça, ben ça a bien fracassé les pelouses des endroits où ils ont tourné, et ben du coup la production devra payer très très cher pour pouvoir refaire indemniser et refaire les pelouses. Ouais, tu vois, ça c'est pas dans le discours officiel voilà. des articles que j'ai lus, quoi. Ouais, tu vois, donc, c'est pas étonnant, hein, vu ce qui est balancé. Voilà. En tout cas, le discours officiel, c'est qu'ils ont essayé de faire le maximum. Voilà, mais non, pour que ça ils ont défoncé les pelouses. N'invitez jamais un studio de tournage chez vous, quoi. Alors il faut aussi créer une machine volante, hein, tu en as parlé tout à l'heure. Donc c'est une machine volante qui est bricolée par le mentor de Holmes, hein, le professeur. Voilà, très inspiré de Léonard de Vinci, il faut le dire. Tout à fait, y compris sa machine, ouais. Et alors d'abord ils pensent faire des séquences avec des miniatures, mais ils ont peur que ça soit pas assez réaliste, hein, finalement. Donc ils décident de créer la machine, mais en taille réelle, et ce qui sera vraiment nettement plus convaincant à l'image. Et d'ailleurs, ils ont bien raison. Donc, ils font un design qui vont donner une petite compagnie d'aviation qui a déjà travaillé sur le film Ces merveilleux fous du volant dans leur drôle de machine. Très sympathique film, d'ailleurs. Une fois la machine livrée, elle est customisée par l'équipe déco. Et pour la faire voler, alors là, c'est tout un barnum, hein, parce qu'il va falloir la soutenir par 2 grues qui font 35 mètres de haut et qui servent normalement à la construction des gratte-ciel. Et c'est assez impressionnant sur le plateau. Les séquences de vol sont quand même un peu dangereuses, hein, parce que voilà, dès qu'il y a le vent qui se lève, même une petite brise, cela fait tanguer dangereusement la machine qui est suspendue donc par les câbles, des câbles qui se voient un petit peu à l'image parfois. On avait dit qu'on le disait pas. Ah oui, on le dit pas. On n'a pas vu les câbles. Mais tout se passe bien. La plupart des plans sont tournés avec des cascadeurs, mais on prend quand même le risque de tourner les plans avec les comédiens, et encore une fois, tout se passe bien, tout le monde est très content. Elisabeth! Holmes! Je crois avoir résolu tous les problèmes!
Qui est-ce? Mon oncle. Rupert T. Waxflutter, professeur en retraite, diplômé de chimie et de biologie, très versé dans la philosophie, les mathématiques et la physique. Auteur de 27 ouvrages. Incroyable! Et la plupart des gens le prennent pour un fou. Pourquoi? Voyons un peu, cela nous fait donc 6. 6 tentatives malheureuses. Cependant, je ne m'avoue pas vaincu. Nous finirons par l'emporter. Je l'ai décidé une fois pour toutes, l'art de voler est véritablement à ma portée. Avez-vous trouvé le défaut, monsieur? J'ai construit les ailes en un matériau de qualité inférieure. Je vais devoir entièrement reconstruire la machine. Toute la machine? Ça ne va pas être un peu difficile? Élémentaire, mon cher Holmes. Élémentaire. On peut parler aussi je trouve le décor de l'atelier du savant fou là, qui est absolument incroyable, c'est énorme, d'ailleurs c'est le studio qui a accueilli Indiana Jones, Star Wars et compagnie, et c'est incroyable, ce décor il est énorme, voilà, aussi bien au niveau détail de l'intérieur, de toute l'accessoirisation du matériel dans le labo, plus quand on voit, j'ai vu des plans où on voit tout le décor d'ensemble, c'est incroyable. Pour juste ce plan avec une lumière absolument incroyable, c'est impossible de voir que c'est faux, quoi. Au niveau des effets spéciaux, mais les véritables effets spéciaux pour traduire les imageries des hallucinations, là c'est un inventaire de tout ce qui peut se faire en 85, hein. On a de l'animatronique, de la maquette, des marionnettes, de la stop motion, de la go motion et, nouveauté pour l'époque, de l'image de synthèse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Thibaut? Non, d'abord, voilà. Et on va passer au montage directement. Donc, plein d'effets spéciaux, comme tu disais. Beaucoup, tu as parlé de la neige, et après, la plupart des effets spéciaux, en fait, c'est pendant ces scènes d'hallucination qui vont être... parce que les personnages vont recevoir une petite aiguille, une petite piqûre d'un produit qui va qui va leur faire voir des choses souvent pas super sympas et qui va les pousser à, on va pas trop spoiler non plus, mais bon, difficile avec des films comme ça. Ce qui est sympa, c'est qu'à chaque fois ils ont réussi et ils ont utilisé des méthodes différentes pour quasiment tous les rêves. Et donc on a par exemple un petit passage que j'adore avec les petites pâtisseries qui se jettent dans la bouche de Watson. Voilà, ça c'est super, ça c'est tout fait en stop motion. C'est des très jolies animations que je trouve qui passent toujours bien. Franchement, je trouve que les effets spéciaux sont vraiment toujours assez réussis, bien vieilli, je trouve, dans l'ensemble. On voit pas trop les surexpositions d'images, tout est vraiment propre. Hormis les câbles. Hormis les câbles de l'avion, voilà. Le reste, je trouve que... Et un matte painting qui est atroce, quoi. De nuit, avec justement la voiture volante, machin, c'est dur. J'ai pas percuté parce que mon image était peut-être pas super, effectivement, peut-être. Mais bon, sinon, pour le reste, de l'animatronique, un personnage qui se fait attraper par son... comment on peut appeler ça? Sa patère, on va dire. Donc, qui le ficelle, qui est une sorte de serpent. Voilà, donc tout ça fait avec des câbles animés, des têtes de serpent, du feu, des flammes, un beau passage, vraiment toujours bien réussi. Dans ce passage-là, c'est un mélange entre du dur et puis de la stop motion. Ouais, c'est ça. Et si je dis pas de bêtises, à moins que ça soit vraiment la séquence de tout début avec le poulet là, c'est Stephen Norrington, le futur réalisateur de Blade et la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui va s'occuper de ces séquences-là en fait. Mais bon, tout ça pour arriver quand même à la scène, je pense que celle justement, je disais qu'il y avait des images qui restaient de ce film, c'est celle-là, le vitrail qui saute de la fenêtre, qui vient atterrir, c'est juste extraordinaire. Donc ça fait donc les
le premier CGI vraiment notable qui a une importance, vraiment une grande part dans le film, et puis qui reste, et puis c'est vraiment une scène importante. Et alors vraiment, un peu comme on a ce personnage là qui est tout plat, qui saute du vitrail, qui arrive, et comme une sorte de, c'est vraiment orchestré comme c'est vraiment une idée de génie, et orchestré presque comme un magicien, où il y a ce passage où ce personnage saute, atterrit et nous passe devant, et là on voit qu'il est tout plat, comme si le magicien nous montrait un peu son truc, nous disait regardez, il y a pas de truc, et le personnage avance, et là ce qui est extraordinaire, c'est que on voit le même personnage, alors qu'on s'attend à voir le dos, mais non, on voit pas le dos. En fait, on revoit le personnage qui continue à regarder la caméra. C'est extraordinaire, je veux dire. Et oui, parce que le côté pile et le côté face, comme c'est un vitrail à la base, c'est exactement de la même nature. Voilà, hein. vraiment un excellent plan sous toutes les coutures, vraiment sous toutes ces formes extraordinaires, et qui passe vraiment toujours aussi bien. Il faut quand même souligner que donc ce fameux effet spécial a été créé par un monsieur qui s'appelle John Lasseter. C'est le monsieur qui a plus ou moins créé Pixar, et donc à qui on doit les Toy Story, Monstres et compagnie, qui sera racheté par Disney quelques années plus tard. Et donc John Lasseter, il était déjà là à cette époque-là. Bon, moi après la société Pixar, elle a été fondée en 79, hein, mais bon voilà. C'est une société qui est fondée en 79, mais c'est une sorte de labo pour ILM en fait, hein, à la base. Et d'ailleurs, l'ordinateur qu'ils utilisent s'appelle Pixar. En fait, le nom de la société, de la future société, reprend le nom de l'ordinateur sur lequel ils ont travaillé pour les effets spéciaux. Ouais. Et l'un des cofondateurs est Steve Jobs, justement. Excusez-moi, je fais juste une aparté sur John Lasseter. On ne peut pas omettre le fait aussi que John Lasseter, il a quitté ses fonctions en 2018, oui. Même s'il a été un des fondateurs et qu'il était, il était une des stars en fait du cinéma d'animation de ces dernières années. Il a dû quitter ses fonctions pour une accusation de harcèlement sexuel. Tout à fait, ouais. Alors justement, oui, pour le Chevalier du Vitrail, on n'a pas bien précisé de quelle scène il s'agit pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Alors, c'est un révérend qui est dans son église et qui est en train de vaquer à ses occupations, et qui reçoit justement la fléchette empoisonnée, qui donne des hallucinations, et qui va visualiser un vitrail avec un chevalier dessus qui prend vie, qui va se matérialiser devant lui. En fait, le vitrail va éclater, et les morceaux de verre vont se réassembler et apparaître devant lui, et le chasser dehors, et ça va le pousser à avoir un accident, tout ça. Et avant d'en arriver aux effets spéciaux en images de synthèse, les premiers concepts, c'était plutôt du concept traditionnel pratiquement, hein. Donc d'image par image, avec des personnages transparents, colorés, tout à fait. C'est ce que Denis Muren qui chapeautait un peu ça, mais bon, le résultat était pas convaincant. Ouais, t'es pas convaincant, et même Denis Muren dit, alors je sais pas si c'est juste une manière très polie de parler de cette histoire, mais il disait qu'il avait l'impression d'avoir déjà vu ça ailleurs, un personnage un peu translucide, rétro-éclairé, sans armature, qui avance en stop motion. Donc du coup, ils essayaient de trouver un autre concept, et c'est sa femme, à Denis Muren, celui qui chapeaute tout le département ILM à ce moment-là, qui a l'idée, dans son jacuzzi, qui a l'idée d'un personnage composé de morceaux de vitrail, de tailles différentes et séparés, qui fait un chevalier, et donc elle le dessine sur un bout de papier recto verso, et c'est ce design-là, ce concept-là qui fait tilt dans la tête de Denis Muren, et donc il va en parler à John Lasseter, donc. Et ils partent là-dessus. Alors, juste pour la réalisation de ce plan-là, en fait, à l'époque, on n'a pas beaucoup d'outils pour faire des images de synthèse. On n'a même pas de souris, on n'a pas de scanner, tout ça. Donc, c'est très, très, très compliqué. Alors, pour faire les images de synthèse, on doit faire des choses avec des formes géométriques très, très simples. Donc, le chevalier du vitrail a été composé dans du carton, en fait. Il a été assemblé comme ça dans du carton.
carton. Il a été scanné avec un scanner à la main, c'est-à-dire comme une sorte de stylet, si vous voulez, point par point. Hein, on relie les points, il y a une centaine de points. Et puis ensuite, on va arrondir les angles dans l'ordinateur via des courbes de Bézier, tout ça. Et puis, il y a 2 films de référence qui vont servir à ces animations-là. Des images de référence qui ont été établis sur le lieu de tournage, et puis aussi une vidéo d'un comédien tournée en noir et blanc sur un grillage, en fait, sur un fond grillagé. C'est comme les vieilles photos de Muybridge, vous savez, pour déconstruire un peu le mouvement de l'être humain ou du cheval, etc. Ça nous permet de bien délimiter où se trouve le personnage dans le plan. Et donc John Lasseter, lui, va lui donner vie au fur et à mesure. Et au total, il y a 6 plans, 31 secondes, dont la moitié en mouvement, ce qui est quand même assez exceptionnel, surtout pour l'époque. Et voilà, et ça devient quelque chose de vraiment essentiel au film. C'est ce qui lui fait aussi sa popularité, je pense aussi encore aujourd'hui. Mais toutefois, on le cite souvent comme le premier film avec des images de synthèse et tout ça. Il y a quand même eu des précédents, en fait. Hein. Il y a, voilà, il y a quand même dans Monde Ouest et Les Rescapés du Futur, on a des images d'images de synthèse de Ed Catmull, qui est un pote de John Lasseter, etc., qui vont pas été fabriqués pour le film et qui sont intégrés dans le film. Dans Loop. Voilà, il y a Tron, on a Tron avec Curseur. Tout à fait. Alors Tron, ça a été, pendant des années, tout le monde a cru que c'était tout fait en images de synthèse, alors qu'en fait, il y avait juste Curseur et deux ou trois les motos. Les motos, ouais. Mais tout le reste, c'est du dessin animé et pas mal de trucs très 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 compliqués. C'est ça, et du Scotch Light, et des effets spéciaux en direct, et même beaucoup d'effets spéciaux en direct. Ouais, et beaucoup de matte painting à l'aérographe. Ouais. Mais voilà, et donc du coup, c'est vrai. Bande de geeks. C'est vrai que ce personnage-là du chevalier du vitrail, là, ça reste quand même iconique. On peut le considérer comme le véritable premier personnage de synthèse de l'histoire du cinéma, ou en tout cas de l'histoire hollywoodienne du cinéma. Mais il y a quand même des précédents avant, donc il fallait mettre des petites nuances. Et pour ceux qui sont intéressés par tout ça, je conseille une chaîne YouTube qui s'appelle Gorkab, Gorkab, qui décortique justement les images de synthèse au cinéma et qui est très 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 bien foutu et qui détaille vraiment tous les films dont on vient de parler. Bon, après, moi, les making-of de mecs qui parlent devant un ordinateur, c'est toujours un peu plus difficile. Ouais, c'est moins passionnant. Avec des maquettes. C'est vrai, c'est terrible. Ouais, voilà. Ouais, je suis désolé, mais non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est très rare d'être passionné. Les making-of, c'était mieux avant. Ouais. Après, il y a quelques making-of qui sont passionnants. Le making-of de Toy Story, il est génial. Les trucs sur The Mandalorian ces derniers temps, ils sont assez extraordinaires. Oui, quand même. Voilà, donc non, il y a quand même des bonnes choses. Voilà. On a aussi un plan très large de la ville de nuit, qui était très compliqué à faire parce que du coup la ville avait changé par rapport à l'ère victorienne. Et donc il est décidé, plutôt que d'utiliser un matte painting pour faire une extension en peinture de la ville, de faire une incrustation des 2 personnages, de Holmes et Watson, qui marchent dans la nuit comme ça, qui viennent vers nous, au milieu d'une énorme maquette, une grande maquette d'immeuble qui est hyper convaincante, moi je trouve, parce qu'une fois qu'on sait, il y a du relief, ça donne du relief et des perspectives, et il est magnifique. C'est vrai que ce plan est magnifique. Sinon, après un tournage qui s'est passé quand même dans de très bonnes conditions, il faut quand même le signaler. Une très bonne ambiance entre Spielberg, Columbus, Barry Levinson, les jeunes acteurs. Franchement, ça a été un tournage assez agréable. Il faut noter quand même que on peut le remarquer si on le sait. Il y a l'acteur qui fait Watson, Alan Cox, a fait une crise de croissance pendant le tournage, et du coup a fait une grosse partie du tournage où en fait il est tout le temps assis à côté des autres acteurs, où ils ont été obligés de les mettre sur des estrades ou des petits tabourets pour garder l'échelle avec le ratio avec les autres acteurs. C'est bon ça. Parce qu'apparemment c'était pas une petite poussée, quoi. Ah ouais. Voilà pour l'anecdote. Génial l'anecdote. Donc on a terminé le tournage, on arrive en montage.
Pas grand-chose à dire sur le montage en lui-même, sauf qu'il est fait par Stu Linder, qui est un des monteurs du film Grand Prix de John Frankenheimer et le futur film de Robert Redford, Quiz Show. Mais c'est surtout un proche collaborateur de Barry Levinson, puisqu'il a monté la majorité de ses films, que ce soit Diner, Le Meilleur, Les Filous et puis tous les films dont tu parleras tout à l'heure, Thibaut, jusqu'au film Envie en 2004, puisque malheureusement il nous a quittés en 2006. Et puis, puisqu'on est dans la phase de post-prod, on a aussi une musique sur le film, une composition sur le film qui est, je trouve, superbe. Ah oui. Mais étrangement, elle est composée par un musicien pas très connu, enfin en tout cas que je ne connaissais pas vraiment. Tu peux nous en parler, Max ? Bah ouais, en fait, on pense forcément, puisque quasiment tous les films de Spielberg et toutes les productions Spielberg, en tout cas la majorité des productions Spielberg, les bandes originales sont composées par John Williams. Et en fait, pas du tout pour celui-ci. C'est à l'époque, alors pas jeune, mais en tout cas, quelqu'un qui avait fait très peu de films, je vais en parler, qui s'appelle Bruce Broughton, qui est donc un compositeur qui a commencé sa carrière à la télévision en 1973 pour des séries et pour des films, et il mettra presque 10 ans à composer pour le cinéma. Donc le premier film notable dont il va faire la BO, c'est Silverado de Lawrence Kasdan en 85. Trop bien, trop bien. Génial. John Williams n'étant visiblement pas disponible, Spielberg, enfin toute la production et Spielberg s'est tourné vers Bruce Broughton parce qu'à l'époque, il était considéré comme le successeur possible de John Williams. Il venait à peine de terminer Silverado, ça faisait 1 mois qu'il avait terminé la BO de Silverado, et il était complètement lessivé par la BO de Silverado, mais Spielberg l'appelle, et forcément il accepte. Spielberg t'appelle pour composer la musique d'un film qu'il produit, tu acceptes. Et il a très peu de temps en fait finalement pour composer cette musique-là. Il a 4 semaines pour composer toute la BO du film, donc ce qui est assez peu, et surtout, comme je disais, il vient de sortir d'un projet qui est quand même assez lourd, celui de Silverado, donc il a 4 semaines, mais il va quand même relever le défi, et il va bien le relever, parce que c'est une musique qui mélange quand même beaucoup de styles, il y a une influence orientale, il y a du classique, il y a un peu de tout, il y a beaucoup de choses, en fait, elle est très très marquante aussi, parce que voilà, on la retient, on l'entend une fois, on retient cette musique. On peut retenir quand même beaucoup d'influence de John Williams dans cette musique. Oui, on pourrait se dire qu'elle a été composée par John Williams. Donc c'est très orchestral. Il y a 7 à 8 thèmes et sous-thèmes. Donc il a beaucoup composé en 4 semaines. Et voilà. Et à la fin, on a quand même une musique d'une très bonne qualité. Enfin, pour moi. Ouais, un très joli thème. Très joli thème. Et puis la cérémonie égyptienne là, le thème qui revient là, Motep, machin, et tout ça, c'est super. Il a beaucoup travaillé par la suite, il a quand même composé les musiques de Bigfoot et Lee Anderson, de Presidio de Peter Hyams, du Seul témoin de toujours Peter Hyams, notamment de Chéri j'ai agrandi le bébé, de Tombstone de George Pan Cosmatos, de Miracle sur la 34e rue dont on parlait dans le thème sur les films de Noël. Ouais. Et voilà, et jusqu'en 2017, il est actif jusqu'en 2017, après sur des films de moins en moins, on va dire, prestigieux, mais voilà, il a quand même travaillé jusqu'en 2017, il a dû composer environ une 30aine de musiques de films. Et il a continué à travailler aussi en parallèle pour la télévision. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur l'accueil du film, les critiques, le box-office, tout ça ? Tu disais, Thib, le tournage s'est bien passé et en fait ça se ressent à l'écran et les critiques ont été plutôt bonnes en fait. Oui. Donc tout le monde a été surpris de voir ce jeune Sherlock Holmes évoluer dans un univers proche du fantastique. C'était inattendu, ça a beaucoup plu aux critiques américaines d'abord, notamment le célèbre critique Roger Ebert qui avait attribué 3 étoiles sur 4 au film de Levinson parce que il s'était amusé, il était surpris, il s'est amusé, donc voilà, on reconnaissait la patte de Spielberg, et c'était aussi une forme de sensibilisation au jeune public, au personnage de Sherlock Holmes, qui était quand même pas forcément, c'est pas un personnage moderne à la base. Donc pour lui, c'était extrêmement positif. En France également, les critiques, elles sont plutôt bonnes, les revues spécialisées au fantastique, ou général, font le même constat, reconnaissent la patte de Spielberg, et disent que c'est un spectacle pour les petits et les grands.
Et pourtant, le film donc sort d'abord aux États-Unis le 4 décembre 1985, et c'est une véritable déception au box-office, parce qu'au final, il ne va rapporter que 19,7 millions de dollars, contre un budget de 18 millions de dollars. Et il va se classer cette année-là 46e au box-office américain, ce qui est un échec. On peut le considérer aujourd'hui comme un échec. Surtout pour une production Amblin, pour une production signée Spielberg, c'est un échec. Il y avait beaucoup plus d'attentes. Après, à l'échelle internationale, malgré tout, le film a quand même rapporté un peu d'argent, heureusement. Il a obtenu quand même de meilleurs résultats, donc il a rapporté 44 millions de dollars. Au total, en fait, entre les États-Unis et le reste du monde, le film va rapporter 63,7 millions de dollars. Alors oui, sur le papier, on va se dire, on fait la différence entre 19,7 et 63, c'est du positif. Mais voilà, il y avait beaucoup d'attentes quand malgré tout derrière ce film. Spielberg avait beaucoup d'attentes. C'est un vrai film de production, comme tu le disais en préambule, Mick. Et voilà, ça, pour eux, ils s'attendaient à beaucoup plus. En France, le film, il sort le 26 mars 1986 et il cumulera au final que 790 000 entrées. Voilà, moins d'1 million d'entrées, 790 000 entrées pour un film, encore une fois, avec un personnage qui est quand même connu, Sherlock Holmes, produit par Spielberg, c'est un échec. Enfin, les effets spéciaux du film ont été nommés à l'Oscar, non ? Voilà, en fait, le film a eu une nomination aux Oscars pour les effets visuels, qui étaient signés, comme vous l'avez dit, ILM, mais il perd face à ceux de Cocoon, qui ont été également signés par ILM. Il reçoit également 3 nominations aux Saturn Awards, qui récompensent chaque année les meilleurs films fantastiques et science-fiction, et repart avec celle de la meilleure musique. Je reviens sur le fait qu'il y avait une grosse attente autour de ce film. La production misait tellement sur un succès du film qu'un jeu vidéo avait été développé. Il est sorti, mais ça a été autant un échec que le film. Voilà. Exactement, ouais. En plus, il est sorti qu'au Japon, et c'était une histoire qui se basait... C'était même pas l'histoire du film, c'était encore autre chose. C'est quand même terrible, parce que le film a plein de qualités. Si on en parle aujourd'hui, c'est qu'on trouve qu'il a plein de qualités. Et justement, on fait un petit bilan, peut-être, de tous les trois, sur ce qu'on pense encore du film aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses, Steve, toi ? Moi, je trouve que c'est... ça a pris... Il a son âge, hein, oui, il n'y a pas de problème. Mais il a quand même plein de qualités. Je retrouve quand même toute cette aventure, tout ce charme des films qu'on aime, comme Les Chariots de Feu, comme ces films qui se passent en Angleterre. Ils ont réussi à recréer ça tout en gardant ce côté Sherlock Holmes, enquête, et en rajoutant tout ce petit côté fantastique qui n'est pas vraiment fantastique, mais qui est franchement, c'est moi je le trouve toujours. Je trouve que c'est vraiment un film à voir. Moi je suis toujours emballé, parce que je trouve quand même que le film, toutes les cases qu'il veut cocher, il y arrive parfaitement. C'est-à-dire que je trouve que le trio de comédiens est vraiment bien choisi, particulièrement Holmes, mais les deux autres aussi. Mais particulièrement Holmes, moi je le trouve vraiment très très bien. On sent qu'il est un peu torturé, un peu doux, un peu guindé aussi, c'est très bien. Les séquences fantastiques, alors, sont peut-être un peu dark justement pour les enfants, et peut-être que ça explique aussi la raison de l'échec du film aussi, parce qu'on est un peu dans un entre-deux. C'est-à-dire que c'est vrai que les visions sont quand même assez dark, un peu déstabilisantes pour les enfants, quoi. Le film est complètement dark, hein. Ouais. Je pensais qu'on en parlerait après, mais oui, je pense que c'est pas je pense, hein, c'est vraiment l'échec du film. Il est dû à ce côté sombre et Ok, il est dark, peut-être un peu trop dark pour les enfants, mais les adultes se sentent peut-être pas concernés en se disant c'est un film qui suit des gamins, voilà. Peut-être aussi que le film sort au milieu de plein de films avec des adolescents qui ont eu des succès ou pas, hein, Starfighter, Retour vers le futur, les Goonies, les Gremlins et tout ça. Et donc, nous, vraiment, on a cette distance-là avec le temps, mais peut-être que comme c'était condensé en moins de 2-3 ans, finalement, peut-être qu'il y a une sorte de lassitude aussi du public sur ces formules-là. J'irais plus dans ce sens-là, parce que vous parlez du côté dark. Quand on parle de Gremlins, c'est un film extrêmement dark, et c'est super dark, ça a été un énorme succès. Ouais. Clairement, c'était un film, on va dire, familial, où on y allait avec les parents y allaient avec leurs enfants. Ça reste un film où il y a quand même des scènes assez violentes, dark, mais ça a été un gros succès, ça n'a pas empêché les gens de se déplacer en salle. Peut-être que si le film l'histoire de ce jeune Sherlock Holmes avait été
posé dans une époque plus moderne à l'époque, peut-être qu'il aurait marché. En fait, on peut pas le savoir. En fait, après, ça peut être une question de, il a été sorti au mauvais moment, tout ça. Enfin, on sait pas. Mais je pense pas réellement que c'est le côté dark qui a pénalisé le film. Moi, aujourd'hui, le film, voilà, je le revois toujours avec plaisir. Je trouve, alors bizarrement, j'avais pas eu cette impression-là jusqu'à présent, mais là, en le revoyant à l'occasion pour l'occasion du podcast, j'ai trouvé que c'était un film qui manquait, enfin qui avait pas la même ampleur que j'en avais dans mes souvenirs. C'est-à-dire que je trouve que c'est finalement, alors je dirais pas que c'est une production cheap, hein, bien sûr que non. Hein, on voit qu'il y a du budget, ça reste un gros film, mais pas autant que je le pensais. Je sens que voilà, c'est un film pas moyen non plus, mais en tout cas, c'est pas l'énorme machine que j'avais en souvenir encore. Pour le reste, voilà, pour moi, c'est un film qui reste efficace. Enfin, on a déjà fait le tour, hein, qui reste toujours. Il y a toujours des super musiques, des super acteurs. Moi, j'aime beaucoup le doublage français. Alors, je suis pas un très grand fan de la VF, mais je trouve que le doublage français est particulièrement réussi. Moi, j'aime beaucoup le fait d'avoir fait doubler le jeune Alan Cox, donc celui qui joue Watson, par Jackie Berger. Donc, c'est une comédienne qui souvent, jusqu'à il y a peu, hein, doublait les enfants et beaucoup de mangas. Et voilà, je trouve que ça colle bien au personnage, ce personnage un peu candide et jeune et candide de John Watson. Et puis voilà, il y a aussi le regretté Bernard Tiffen qui double le personnage du professeur Ratti, donc interprété par Anthony Higgins, qui a une voix significative. C'est une grande voix du doublage français. Le nom de Ratti dans le film serait en fait un petit clin d'œil au plus grand interprète de Sherlock Holmes depuis, donc l'acteur principal dont tu parlais, Max, tout à l'heure, Rathbone, justement, et Ratti, le nom du personnage du méchant dans ce film-là, serait donc justement tiré de ça. Pour moi, ça reste encore un excellent divertissement, un divertissement familial, même s'il y a ce côté dark, hein, bien sûr. Mais je trouve que c'est encore aujourd'hui une bonne introduction pour les jeunes et pour les enfants, notamment, au personnage de Sherlock Holmes, qui fait partie, je le disais aussi au début, du patrimoine culturel mondial. Je suis d'accord avec toi sur les points, c'est-à-dire qu'en le revoyant, c'est vrai qu'il a, comme dit Thibaut aussi, le film a son âge, il a un petit peu vieilli. Je trouve qu'on pourrait un tout petit peu resserrer le montage aussi, quelques petits effets spéciaux dont je parlais tout à l'heure, les matte painting, tout ça. Mais franchement, qu'est-ce que c'est bien. Il y a le sens de l'aventure, il y a du lyrisme, il y a de la romance. On s'ennuie pas, ça avance tout le temps. Et peut-être aussi que pour les enfants, le côté dark qui peut être aussi désamorcé par le fait qu'on sait tout de suite dès le début que c'est des hallucinations. On joue vraiment là-dessus voilà. Donc peut-être que ça marche mieux ou pas. Je l'ai pas encore testé moi sur mes enfants, mais je me suis dit en le revoyant que je vais le garder pour le prochain Halloween, puisque en fait traditionnellement nous en famille on se regarde un film acceptable pour les enfants, mais qui est dans le registre du fantastique un peu plus dark. Et je pense que celui-là est très très bien pour les enfants, parce qu'on est dans cette atmosphère un peu creepy, mais pas trop non plus dérangeante. Mais je pense que pour le public de 85, c'était peut-être un peu surprenant, quoi, voilà. Ou en tout cas pour les parents, à emmener, c'est un peu délicat. Je sais pas, parce que je pense aussi à SOS Fantôme, parce qu'il y a quand même dans SOS Fantôme, il y a des scènes aussi, c'est vrai, qui sont sorties à peu près à la même époque. Il y a quand même des scènes qui sont assez creepy, comme tu dis. Mais pareil, on y allait en famille et beaucoup de gens, enfin, ça a été un énorme succès aussi à l'époque. Donc je sais pas, je m'explique pas, en fait, je m'explique pas vraiment, et c'est dommage parce que voilà, enfin, on en a pas parlé jusqu'à présent, mais c'était censé être le premier opus d'une série de films en fait autour du jeune Sherlock Holmes. Et en fait, l'échec du film a stoppé ce projet. C'est comme ça. Vous me manquerez, Watson. Vous me manquerez aussi, Holmes. En tout cas, vous ne vous étiez pas trompé. À propos de quoi? Ce fut vraiment l'aventure de ma vie. Alors que je regardais Holmes s'installer pour le voyage, j'eus soudain le pressentiment que nos chemins se croiseraient à nouveau. Ainsi se terminait ma première aventure avec Monsieur Sherlock Holmes. Et quand sa voiture disparut au loin, je m'aperçus que j'avais oublié de le remercier. D'un jeune garçon faible et craintif, il avait fait un homme courageux et fort. Je sentis mon cœur bondir dans ma poitrine. J'avais confiance en moi. J'étais prêt à affronter tous les mystères, tous les dangers qui pouvaient m'attendre. J'étais prêt à me lancer dans la plus palpitante de toutes les aventures. Et je savais que forcément, je la vivrais avec Sherlock Holmes.
Peut-être un petit dernier mot sur la réalisation de Barry Levinson, hein, qui est quand même bien élancé. C'est pas quelqu'un qui avait l'habitude de faire des films de cette ampleur-là, tu l'as dit, Tib. C'est plutôt quelqu'un qui vient du film plutôt intimiste et qui s'est éclaté visiblement à aller sur cette grosse production. Et vraiment, c'est très enjoué. C'est vraiment, il y a de l'inventivité dans les plans. C'est vraiment bien foutu. Et puis on y croit en permanence. Tous les personnages sont vraiment ultra convaincants. Il n'y a pas de distance. C'est pas un pastiche. C'est vraiment très réussi, quoi. Et bien justement, qu'est-ce qui se passe pour l'après-film ? Qu'est-ce qui se passe pour le réalisateur, du coup, Barry Levinson ? Il se relève de cet échec ? Ah oui, il se relève, bien sûr qu'il se relève de cet échec. Et pourtant, parce que le film suivant, enfin tu vas en parler, mais le film suivant, ça n'a pas été non plus une gloire. Hein. Les filous, ouais, bon, j'en parlais même pas, tu vois, justement. Donc, surtout derrière, il va faire Redman, hein, et Good Morning Vietnam. Surtout Redman, parce que Redman, c'est quand même le film qui va le consacrer, hein, puisqu'il va quand même avoir une petite statuette, hein, pour ce film. Voilà, et puis après il va poursuivre son chemin avec des films quand même assez emblématiques, hein, comme Sleepers, Toys, que j'aime bien quand même. Moi j'aime bien aussi, ouais. Voilà, il a des défauts, mais voilà, c'est un petit film que j'aime bien. Il va aussi faire beaucoup de productions de séries, notamment, j'en parle parce que vraiment, notamment la production de la série Oz. Ah, Oz, bah oui. Oz, qui pour moi ça a été avec son pote Tom Fontana, une série qui se passe dans une prison de haute sécurité. Et c'est une série qui je trouve assez, qui aurait été assez marquante, je trouve. Et pour les acteurs, comment ils passent l'échec C'est compliqué parce que alors je commence par Nicolas Rowe, hein, donc qui interprète le jeune Sherlock Holmes. Après Le Secret de la Pyramide, il a plus obtenu de rôle important sur grand écran. Il a continué à s'illustrer dans de nombreuses pièces de théâtre, des programmes de télévision, des films et des téléfilms, notamment dans la première saison de Crown. Mais après on l'a vu, voilà, il a des petits rôles, enfin des rôles mineurs en fait dans certains films, notamment dans le Arnaque, crime et botanique de Guy Ritchie en 98. On le voit aussi dans Le Fils de Chucky en 2004 et dans une des adaptations de Rémi sans famille en 2018. On le voit à nouveau en Sherlock Holmes dans un film qui s'appelle Mr. Holmes, dans une brève scène où Ian McKellen. Voilà, avec Ian McKellen qui regarde un film, une vidéo, et donc dans la vidéo, il y a un personnage qui joue son propre personnage de Sherlock Holmes et qui est interprété par Nicolas Rowe. Tout à fait. Voilà. J'étais prêt à en parler si tu en parlais. Eh ben, tu vois, c'est fait. Alan Cox, c'est un peu comme son compère, hein, il connaît une carrière discrète, mais plutôt bien remplie entre cinéma et télévision, mais que dans des productions mineures comme acteur, et il est aussi, et il est toujours, producteur de documentaires. Pour Sophie Ward, c'est comme les deux autres, elle poursuit une carrière plutôt discrète entre télévision et cinéma en enchaînant les seconds rôles ou des rôles très très mineurs. Et pour Anthony Higgins, voilà, c'est toujours un acteur très très connu en Angleterre, il a poursuivi mais c'est des films qui n'ont pas forcément une carrière en dehors de la Grande-Bretagne. Voilà, c'est quelqu'un qui continue à travailler, hein, qui continue à tourner, mais on retient plus sa carrière dans les années 80 que sa carrière postérieure aux années 80. Alors après, pour Chris Columbus, lui, ça se passe plutôt pas trop mal, hein, parce qu'à 29 ans, lui, il passe à la réalisation avec Nuit de folie, hein, qui est très fun, très sympathique, avec Elisabeth Shue, hein, dans le rôle du babysitter, qui va vivre une sacrée aventure le temps d'une nuit avec des enfants qu'elle garde. Elisabeth Shue. Il y a Elisabeth Shue, on l'adore, voilà, forcément, elle est trop chou. Et puis, bon, même si il fait des films qui sont des demi-échecs, voire carrément des bides, hein, Heartbreak Hotel, le remake de 9 mois, ou alors le gros bide là récemment de Pixel, il a quand même signé plusieurs cartons planétaires, hein, comme Maman j'ai raté l'avion, et sa suite Maman j'ai encore raté l'avion, mais aussi Madame Doubtfire avec Robin Williams. Et bien sûr, il a réalisé les 2 premiers films d'une saga incontournable, adaptation des livres de J.K. Rowling, Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets.
Et justement, il faut quand même qu'on en parle parce qu'en regardant Le Secret de la Pyramide, on peut pas nier l'influence du film qui a dû forcément avoir sur J.K. Rowling pour les Harry Potter. On a l'école au quotidien, les profs. Et la tête de Watson, quoi. Merde, avec ses lunettes. Mais c'est Harry Potter, quoi. C'est pas autre chose. C'est évident qu'elle s'est inspirée de ça, qu'elle quoi. s'est inspirée de ça, bien sûr. Il y a un mélange mystère fantastique. Il y a trop de points communs, quoi. C'est pas possible. Tout l'univers, tous les codes du Secret de la Pyramide, tu les retrouves dans Harry Potter, que ce soit dans le livre ou dans les films. Donc, c'est obligatoire. C'est pas mentionné. Enfin, je crois pas que ça a été mentionné quelque part. Non, mais c'est, enfin, voilà, tu ne peux pas, quand tu vois Le Secret de la Pyramide et que tu vois ensuite ou vice versa, les deux, tu ne peux pas t'empêcher de faire le parallèle, quoi. Le méchant blond, quoi. Je veux dire, tout y est, quoi. Il y a tout. Il y a le challenge de l'objet, mais il y a des moments, mais on se croirait, on dirait c'est Harry Potter, quoi. Vraiment, bien sûr. Vraiment. Même les dîners aux chandelles, tout est pas les mal. passages dans les chambrées. Alors oui, ça fait penser aussi, encore une fois, à des trucs du style Les Chariots de Feu, à ces films. Mais là, quand même, non, il y a trop de mais là, choses. celui-là, Là, il y a trop de choses. Ouais. Alors d'ailleurs, je pense que si Columbus se retrouve à réaliser les 2 premiers films de la saga, c'est pas forcément dû au hasard non plus. Bon, voilà. Bon, personne le dit. Voilà, c'est pas. Mais jusqu'à la musique finalement, donc celle d'Harry Potter qui est signée par John Williams. Complètement. Jusque là, en fait, il y a des similitudes tellement énormes jusqu'à la direction artistique et la musique, pour moi, c'est impressionnant, quoi. Donc c'est obligé que tu y penses. La petite mélodie fluette qu'on a au début de Harry Potter et celle qu'on a au début de voilà, bien sûr. Trop de choses, trop de points communs pour que ce soit juste de... Ah, c'est pas possible. C'est pas possible, ça peut pas être des coïncidences, il y en a trop. Et voilà, maintenant vous connaissez à présent tous les secrets du film. On espère vous avoir donné envie de le découvrir ou de le revoir. Et puis, peut-être Max, tu as un petit message à nous communiquer ? Tout simplement que tous nos autres épisodes sont toujours disponibles. Les grands formats, les thémas, les express sont toujours disponibles sur notre site retouratlécran.fr, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast et de streaming musical. Oui, toujours. Et surtout, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, car ça nous fait toujours plaisir. Merci les amis. Et salut Max. Salut. Salut Thibaut. Salut à tous. Salut les copains. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Retour à l'écran. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.